aujourd'hui. Et donc, je vais présenter Steve Demazeux, maître de conférence en philosophie à l'université Bordeaux-Montaigne. Donc, c'est vraiment pour nous un grand plaisir de recevoir Steve aujourd'hui, hein, alors, outre le fait qu'il ait soutenu sa thèse avec Jean Gaillon à l'IHPST, le laboratoire qui soutient cette rencontre aujourd'hui, Steve est devenu, enfin, on va dire, devient une figure marquante de l'histoire et de l'épistémologie de la psychiatrie. Et donc, ce n'est pas évident de présenter Steve, tant ses travaux sont foisonnants et érudits tout à la fois. En deux mots, Steve avait souligné dans son premier ouvrage en 2013 qu'est-ce que le DSM, Genèse et transformation de la Bible américaine de la psychiatrie. Il avait souligné l'insécurité nosologique qui régnait en psychiatrie et avait été amené à se rendre compte que la crise était sans doute plus profonde ou plus ancienne que la classification, et il fournissait en 2019 dans l'éclipse du symptôme de riches analyses de l'histoire du clinicien et analysant notamment l'idéal d'objectivité de la psychiatrie, donc dans un livre d'histoire et d'épistémologie des sciences. Donc voilà, il isolait les défis épistémologiques des défis politiques et institutionnels qui règnent actuellement en psychiatrie. Alors peut-être le plus intéressant pour cette rencontre aujourd'hui, il s'est intéressé dans l'ensemble de ses recherches, me semble-t-il, à la schizophrénie, notamment débutante, à l'épidémiologie psychiatrique, et puis à la dépression, du coup. Et il va donc nous présenter aujourd'hui dans une intervention intitulée « De quelques troubles conceptuels autour de, entre guillemets, la dépression et l'humeur ». Et donc, il présentera les relations du tableau clinique de la dépression, qu'on pourrait dire plutôt familier, et de la définition conceptuelle de la dépression qui a fait l'objet de débats, notamment entre cliniciens. Voilà, je ne sais pas, Steve, si cette présentation te convient, si tu voudrais ajouter quelque chose. Tout est parfait. Bonjour, bonjour Christophe, bonjour tout le monde. J'ai grand plaisir d'être aujourd'hui parmi vous, même si c'était à distance. Bien, écoutez, alors j'ai préparé un PowerPoint, donc si j'ai l'autorisation de partager l'écran, visiblement oui. Est-ce que ça apparaît pour tout le monde? Ouais. Oui, c'est bon? Ouais. Bien. Mais écoutez, je voudrais commencer par remercier les organisateurs, Astrid Chevance, Christophe Gau et Élodie Boissard, pour leur invitation à réfléchir ensemble à cette question qui est percutante et intrigante et qui donne le titre à ce colloque aujourd'hui. La dépression est-elle encore un trouble de l'humeur? Alors, j'aime beaucoup dans votre titre l'adverbe « encore » de la question, hein, qui prend d'emblée à défaut l'essentialisme habituel des médecins, tenter de considérer que les maladies dont ils parlent ont toujours été les mêmes, ou que lorsque l'expression clinique change avec l'évolution de la société, cela se fait seulement à la marge. Alors aujourd'hui, les organisateurs nous invitent d'emblée à réfléchir à quelque chose qui aurait changé dans notre rapport à la dépression, peut-être comme une erreur rectifiée, ou alors qui aurait changé même dans la dépression, un déplacement de cible ou de signification, au point de ne plus être tout à fait ce qu'elle a longtemps été, un trouble de l'humeur. Alors, dans ma présentation, c'est surtout sur ce dernier concept, le concept d'humeur, que je vais me focaliser. Je vais essayer de commencer le début d'un déblayage, un travail de déblayage, comme on vient de le dire, dans la suite de ce que vient de faire Élodie. Et je vais essayer à très très gros traits, faire l'histoire d'un fantôme, d'une certaine manière, d'un spectre qui hante la psychiatrie depuis ses débuts, même avant ses débuts, pour paraphraser Manifeste du Parti communiste et paraphraser un très beau livre de Derrida, Spectre de Marx, on pourrait dire d'une certaine manière que l'humeur est le spectre qui hante la dépression, au sens d'un fantôme qui fuit sans cesse et aussi d'un revenant qui n'a jamais fini de revivre, de ressortir de ses cendres. Alors, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait quand on dit que la dépression est un trouble de l'humeur? En quoi la dépression est-elle conçue comme une maladie qui affecte l'humeur? Alors, bien que cela fasse maintenant pas mal de temps que je réfléchis en historien, en philosophe à cette catégorie très particulière qu'est la dépression, et Christophe vient de rappeler le travail dont j'ai été très heureux et fier d'accomplir avec Jerome Wakefield et qui a mené un ouvrage collectif. Jerome Wakefield, le philosophe américain,
qu'on aura grand plaisir à écouter cet après-midi. Eh bien, malgré ce travail, je ne m'étais jamais figuré jusqu'à aujourd'hui à quel point ce concept d'humeur jouait un drôle de rôle, en vérité, dans la définition et la caractérisation de la dépression. En première approche, on pourrait déplorer que ce concept soit tant surchargé d'histoire, surchargé de sens, surchargé même d'évidence clinique. C'est d'un côté un concept technique de la médecine qui a une très longue histoire, puisque on a monté jusqu'à la théorie des humeurs de l'Antiquité, pour aller jusqu'aux travaux de neurophysiologie des émotions et des états affectifs aujourd'hui. Et c'est d'un autre côté un terme extrêmement prosaïque, extrêmement banal, dans presque toutes les langues, aussi bien en français qu'en anglais, puisqu'il sert à désigner un état émotif commun, stable, durable, que chacun, normalement, est à même d'identifier correctement. Être d'une humeur maussade, être de mauvaise humeur, être d'une triste humeur, en anglais, to be in a low mood, etc. Alors, pourquoi ce concept est-il surchargé en rapport avec la dépression? Alors, sans doute parce que ça renvoie à des choses très différentes, qu'Élodie a déjà commencé à bien identifier, à différents niveaux. Et ce sera le but de mon exposé, d'essayer déjà de distinguer correctement ces différents niveaux. Alors, j'ai pu, aussi loin que je suis allé, en dénombrer 4 que je vais analyser successivement. Alors, d'abord, un niveau clinique, qu'Élodie a parfaitement identifié, puisque l'humeur apparaît comme un symptôme particulier du diagnostic de la dépression. Ensuite, un niveau nosologique, dans la mesure où l'humeur apparaît comme un critère de regroupement d'une famille de troubles pathologiques, ce qu'on appelle les troubles de l'humeur. Troisième niveau, un niveau explicatif, sans doute le plus fondamental, puisque l'humeur apparaît comme le type spécifique de disposition neuroaffective de haut niveau qui serait perturbée, qui serait dysfonctionnelle lors d'un épisode dépressif. Et enfin, un niveau définitionnel qui englobe les précédents, qui est extrêmement ambigu, mais dont j'estime qu'il faut bien séparer des 3 autres, dans la mesure où l'humeur, en dernière instance, apparaît comme le propre de ce qui caractérise la dépression en tant que condition pathologique. Donc, je vais essayer d'examiner successivement, évidemment de manière très succincte, ces différents niveaux, en relevant à chaque fois les difficultés épistémologiques et théoriques qui se posent. Donc, je commencerai rapidement par l'humeur dépressive comme symptôme. Alors, le premier niveau, en apparence, en tout cas, pose le moins de difficultés, c'est donc le niveau symptomatologique. Alors, si on prend les 2 classifications d'usage, le DSM américain d'un côté et la CIM de l'OMS de l'autre, DSM-5, dernière version de 2013 pour le DSM. Et là, il y a la CIM 11 qui, normalement, est désormais d'usage, mais je me référerai à la CIM 10. Dans les 2 cas, en tout cas, l'humeur dépressive apparaît comme un symptôme central pour poser le diagnostic d'un épisode dépressif. Vous voyez la liste des 5 critères de troubles dépressifs majeurs dans le DSM. Le premier critère qui apparaît, c'est depressed mood, l'humeur dépressive. On trouve de la même manière dans la CIM, parmi les symptômes vraiment typiques, en tout premier lieu, c'est ce concept d'humeur dépressive. Alors, qu'est-ce que sert à caractériser le concept d'humeur, de mood, d'un point de vue symptomatologique? Eh bien, le fait que, contrairement à une tristesse passagère, l'humeur triste est stable. Je cite les auteurs et Alan Barr dans le manuel de psychiatrie. Élodie citait le manuel historique à l'époque d'Henriet. Là, je cite la 3e édition de 2017. Et les auteurs écrivent, je les cite, « L'humeur dépressive est désagréable, déplaisante, négative, analogue à l'émotion tristesse. » Il poursuit. Cette humeur dépressive facilite l'expression des émotions de peur. Alors, on y reviendra, l'idée qu'une humeur facilite l'expression des émotions, détermine l'expression des émotions, donc de peur, de tristesse et de colère, et rend les émotions plaisantes et positives plus difficiles à ressentir. Elle est durable et se réinstalle rapidement après avoir éprouvé une émotion ou un sentiment agréable ou encore un soulagement passager. Plus loin, les auteurs poursuivent en donnant la définition même de l'humeur dépressive. Il s'agit d'un état de tristesse pénible, prolongé, quasi permanent. Et ils précisent, c'est le caractère permanent et prolongé de cette tristesse qui est anormal. Contrairement à une tristesse normale qui, elle, n'est pas, il continue, aussi permanente. Donc,
Évidemment, en dehors de la question difficile, de la question volontiers arbitraire de fixer un seuil pour définir de manière opérationnelle cette tristesse prolongée, est-ce que c'est 2 semaines, comme c'est le cas actuellement? Est-ce que c'est 1 mois, comme on l'a longtemps défini? Est-ce que ça doit être plus? Est-ce que ça doit être moins? Eh bien, c'est d'un point de vue conceptuel le caractère permanent, c'est-à-dire sans variation significative, qui indique donc qu'il s'agit d'une humeur plutôt que d'une émotion. Alors, on peut d'abord noter que cette insistance sur le caractère durable de la tristesse dans le cadre de la dépression ou de la mélancolie est très ancienne, hein, puisqu'on en trouve déjà la trace chez Hippocrate pour caractériser la mélancolie. Hein, c'est dans l'un des aphorismes célèbres de la tradition hippocratique. Quand la crainte et la tristesse persistent longtemps, c'est un état mélancolique. Hippocrate. En revanche, on peut noter qu'avant l'ère du DSM, on ne trouve pas ce critère systématiquement dans tous les écrits autour de la dépression. Alors, par exemple, chez Feichner, on parlait tout à l'heure des critères de Feichner et Hall en 1972, le concept de dysphoric mood apparaît dans le critère A, mais il n'est pas présent en tant que tel dans les symptômes de la dépression. De la même manière, hein, chez Key Holtz, c'est la diapositive, là en 1975, le concept même de mood, d'humeur, n'apparaît pas. Alors, le point crucial, là où peut-être il y a une pétition de principe, c'est quand il s'agit de dire qu'une tristesse permanente est forcément pathologique. Puisque en quoi la stabilité d'un état désagréable est-elle suffisante pour caractériser le statut de phénomène pathologique? On peut très bien avoir de très bonnes raisons d'être triste de manière continue et permanente, en faisant preuve d'une lucidité existentielle, par exemple. Et l'argument de la tristesse permanente se situe en réalité sur le plan clinique, se substitue d'une certaine manière à celui de tristesse sans fondement. Le vrai point sur lequel sans doute Jérôme Wakefield reviendra sur cet argument cet après-midi longuement, mais le point qui a été vraiment crucial depuis Kraepelin jusqu'à les années 70, hein, c'est l'idée que si on est triste sans que cela puisse être expliqué raisonnablement ou être expliqué en tout cas par un contexte clinique, eh bien c'est dans ce cas-là une tristesse pathologique. Évidemment, le critère de la durabilité est plus simple à évaluer, plus objectif puisqu'il se mesure. Alors fondamentalement, on doit noter aussi le caractère un peu circulaire de cette caractérisation au niveau symptomatologique. Hein. Il faut être déprimé pour être dépressif. Vous voyez, l'humeur dépressive signe la dépression de la même manière hein, que l'œuvre géniale serait la marque du génie. Donc, tous les autres symptômes, perte d'intérêt, sentiment de dévalorisation, agitation ou ralentissement psychomoteur, indécision, etc., sont très peu spécifiques. Ils peuvent allier le contraire. Vous voyez les critères du DSM, insomnie et hypersomnie, perte de poids ou au contraire gain significatif de poids, etc. Astrid venait de rappeler juste avant hein, que même en clinique, on trouve des états mixtes qui font que la tristesse peut très bien s'allier à des états passagers d'allégresse. Donc, la clinique est évidemment très, très riche et pour autant, ce qu'on peut observer, c'est que à travers les dernières décennies, le diagnostic officiel de la dépression n'a pas cessé de se simplifier. C'est ce que notait Pascal-Henri Keller dans son petit Que sais-je sur la dépression, hein, je le cite. Aujourd'hui, écrit-il, la question du diagnostic demeure l'aspect le plus paradoxal de la dépression, puisqu'il est admis qu'une définition claire et précise de la dépression est complexe à mettre au point et que les frontières avec d'autres états psychologiques sont difficiles à établir. Tout le monde est d'accord avec ça. Et pour autant, plus les outils, donc plus il est admis que cette définition est complexe, plus les outils conçus pour établir ce diagnostic se simplifient. Vous voyez le paradoxe. Hein. De fait, on a assisté au fil des années à une simplification du diagnostic à tel point que les critères du diagnostic ont été rendus accessibles à tous et pas seulement aux spécialistes. Alors, à travers cette mue diagnostique, l'une des questions qui reste centrale sur le plan épistémologique et sur le plan éthique aussi, c'est évidemment la pathologisation de la tristesse normale. Et la concentration des débats ces dernières années, Jérôme Wakefield en parlera sans doute, hein, ça a été sur la question du deuil. Hein, combien de temps convient-il d'être triste quand on est affecté d'un deuil?
Quand est-ce que rester triste quand on pleure un mort devient pathologique? Est-ce que c'est 2 semaines? Est-ce que c'est un mois? Est-ce que, comme ça l'a longtemps été, une année? Est-ce que ça peut être plus? Pensez à Roland Barthes qui a pleuré sa mère pendant très longtemps. Alors, le très beau livre de Horvitz et Wakefield partait d'un beau titre, The Loss of Sadness, avec un double sens, vous voyez, dans le titre, puisque The Loss of Sadness, être dépressif d'une certaine manière, paradoxalement, c'est perdre la possibilité de devenir triste, perdre la possibilité d'être triste en tant que éprouver l'émotion passagère, de même que mourir, c'est perdre la possibilité être mort, c'est perdre la possibilité de mourir. Eh bien, quand on est dépressif, d'une certaine manière, on a perdu la possibilité d'être triste au sens d'être normalement triste. Quand on est toujours triste, on perd la possibilité de savoir même ce qu'est la tristesse. Mais évidemment, le titre aussi renvoie, et c'est le sens du sous-titre, à la pathologisation de la tristesse, parce que c'est un fait qu'au cours du XXe siècle, il y a une tendance nette à considérer comme pathologique toute tristesse intense et durable. C'est très visible avec le seuil de 2 semaines, qui en réalité n'a pas tant une signification clinique qu'une signification sociale. C'est un peu le temps d'un arrêt de travail qui n'est pas trop préjudiciable. Donc, première difficulté, donc, à la fin de cette première partie, quand un diagnostic tourne de manière centrale autour d'une humeur et du critère de la permanence, eh bien, il devient difficile de distinguer le régime de l'avoir du régime de l'être. On insiste classiquement sur l'idée que la dépression est avant tout un épisode. On parle d'épisode dépressif. On a une dépression, on n'est pas quelqu'un de dépressif fondamentalement, on a une dépression dont on peut guérir. Et pourtant, il y a une très très longue tradition dans la psychiatrie qui consiste à réfléchir sur l'idée de personnalité dépressive. Et même dans le DSM, il y a eu en 1980 l'introduction d'une catégorie à part qui est le trouble dysthymique, la dysthymie, et qui caractérise une sorte de dépression chronique qui commence très tôt dans la vie, qui est presque permanente, dont on ne peut pas guérir, qui ne se signe plus par un épisode dépressif, mais qui renvoie à quelque chose de plus profond encore, de plus durable, de profondément inscrit dans la personnalité du patient. Dans Frances et First, dans leur livre de 1998 destiné au grand public, Am I OK, préciser que le trouble dysthymique renvoyait presque, c'est ce que j'ai souligné, à quelque chose qui fait partie intégrante du style de vie, de la manière de vivre du patient, donc qui ne se détache plus tout à fait de la vie même du patient. Donc, voilà pour ce premier trait et cette première difficulté qui renvoie à l'idée de l'humeur comme symptôme. Deuxième point, l'humeur comme critère de regroupement nosologique. Donc, je déplace un petit peu le niveau d'analyse en attirant l'attention sur le fait que l'humeur n'est pas seulement une modalité symptomatologique, mais qu'elle est aussi un critère de regroupement nosologique. On parle des troubles de l'humeur. Alors, que mettons dedans? Qu'est-ce que cela regroupe? Alors, il s'agit en réalité, là encore, du résultat d'une très longue histoire avec un débat nosologique qui est loin aujourd'hui d'être clos. Alors, voyez cette citation qui montre bien les deux aspects d'analyse, toujours tirés du manuel de psychiatrie 3e édition. Les troubles dépressifs sont des troubles de l'humeur, vous voyez, plan nosologique, caractérisés par l'apparition d'une humeur dépressive, plan symptomatologique, quasi constante durant au moins 2 semaines. Donc, vous voyez, d'un côté, le trouble appartient au trouble de l'humeur et se définit par une humeur dépressive. Alors, que constituent les troubles de l'humeur? Alors, quand on renvoie au DSM dans les années, en début des années 80, on parlait de troubles affectifs, affective disorders, qui regroupaient troubles bipolaires, dépression, troubles dysthymiques dont je viens de parler, et ce qui était encore appelé à l'époque dépression névrotique. Alors, ce groupe, vous voyez, s'opposait et continue de s'opposer, du reste, aux troubles anxieux qui suivent immédiatement dans la classification, avec l'anxiété comme symptôme majeur d'une nature un peu différente. Alors, est-ce que d'ailleurs l'anxiété est une humeur ou pas? Il y a des grands débats par rapport à ça, sachant que l'anxiété renvoie plutôt à un sentiment diffus d'inquiétude qui peut varier au cours de la journée, qui peut se traduire davantage aussi sur le plan physique que la tristesse. Alors, cette notion de trouble affectif, en tout cas, comme regroupement nosologique, vient clairement d'un psychiatre anglais très important, qui est Henry Maudsley,
donc psychiatre de deuxième partie du 19e siècle, qui est l'un des grands fondateurs de l'Institut de recherche psychiatrique de Londres. Et d'ailleurs, on trouve encore la trace de son influence aujourd'hui dans le célèbre Maudsley Hospital à Londres, dans la mesure où le Maudsley Hospital abrite le National Affective Disorder Service, donc le service national des troubles affectifs. Donc, 1980, DSM-3 regroupe l'ensemble de ces catégories en troubles affectifs. DSM-4, grand changement, eh bien, c'est à ce moment-là qu'apparaît la notion de trouble de l'humeur, mood disorders, par opposition aux troubles anxieux. Le concept d'humeur est introduit pour remplacer donc, le concept de trouble affectif, et dans l'introduction des troubles de l'humeur, il est précisé, je cite le DSM-4, The Mood Disorders section includes disorders that have a disturbance in mood as the predominant feature. Donc, vous voyez que c'est un critère qui a une composante à la fois clinique, nosologique et peut-être potentiellement explicative. J'y reviendrai. DSM-5, enfin, 2013, nouveau revirement, très étrange. Vous voyez qu'on ne parle plus ni de troubles affectifs, ni de troubles de l'humeur. Désormais, on parle de troubles dépressifs. Donc, c'est toujours les mêmes catégories, mais qui se rangent dans quelque chose qui apparaît comme un pis-aller, puisque là, encore une fois, on se retrouve dans une sorte de cercle. Plutôt que de parler de troubles de l'humeur, les auteurs du DSM-5 ont préféré regrouper tout cela dans une catégorie générale qu'ils appellent les troubles dépressifs. Preuve qu'il y a une difficulté à la base avec ce critère de regroupement nosologique autour de la question de l'humeur. Cette difficulté apparaît du reste dans la CIM aussi. Vous voyez ce que Mario Mage écrivait assez récemment, puisque c'était en 2020 au sujet de la CIM 11, où il déplorait, je résume à gros traits cette citation, Mario Mage déplore que finalement la CIM 11 ait maintenu une distinction a priori entre les troubles de l'humeur et les troubles de l'anxiété, bien que, vous voyez, c'est la citation, bien que les résultats, les recherches empiriques tendent à montrer que le trouble anxieux généralisé ait beaucoup de points communs avec un épisode de dépression majeure et qu'en réalité, il ne mériterait pas d'être placé dans des sections nosologiques séparées. Donc, les regroupements nosologiques restent extrêmement fragiles et quand on oublie le concept d'humeur, on se rend compte qu'en réalité, des catégories situées dans des groupes différents, comme notamment la dépression et le trouble anxieux généralisé, sont très très proches d'un point de vue clinique. Troisième niveau d'analyse, l'humeur comme explication scientifique. Alors évidemment, là, je pourrais passer énormément de temps parce que c'est sans doute le niveau le plus fondamental, un niveau qui nous amène nécessairement à revenir à l'histoire et à l'histoire ancienne. Alors, il est intéressant pour faire cet exposé, je suis retourné à deux grands livres sur l'histoire de la dépression et de la mélancolie. D'un côté, le livre de Stanley Jackson, de l'autre côté, le magnifique livre de Starobinski, du regretté Starobinski. Alors, il y a quelque chose qui est un contraste saisissant entre ces deux livres, qui n'ont pas non plus la même fenêtre temporelle, mais qui méritent néanmoins d'être remarqués. Quand on ouvre le livre de Stanley Jackson, j'ai pu le vérifier, le concept d'humeur est pratiquement absent. C'est assez frappant que tout un livre consacré à l'histoire de la dépression et de la mélancolie, qui part de l'Antiquité, je pense qu'il doit y avoir une ou deux occurrences du mot mood dans tout le livre de Jackson. Et par ailleurs, la théorie des humeurs est assez vite balayée. Vous voyez, Jackson écrit un moment, voilà, il considère qu'au tournant du XVIIe siècle, eh bien, la théorie humorale héritée de l'Antiquité est tombée en désuétude au profit de nouveaux modèles qui s'appuient davantage sur des notions et des explications mécanistes. Et puis, il ne parle plus du tout de l'expression et de l'influence de la théorie humorale. À l'inverse, et c'est le sens de tout le travail de Starobinski jusqu'à sa mort, Starobinski n'a cessé de montrer que la théorie humorale n'a cessé, je parlais de spectre tout à l'heure, de danter la psychiatrie moderne, n'a cessé d'agir sur l'imagination des médecins et sur même leur théorie scientifique
en apparence les mieux fondées. Alors, dans l'un de ses derniers livres, hein, Le corps et ses raisons, paru juste avant sa mort en 2020, Starobinsky écrivait, je cite, « Rappelons l'exemple illustre, il avait suffi du sec, du froid, de la terre et d'une certaine idée du résidu de la combustion pour attribuer l'existence à une humeur parfaitement imaginaire, la bile noire, la mélancolie. » Mélancolos, historiquement, hein, étymologiquement, c'est la bile noire. Et il avait suffi de mettre ce suc en correspondance hypothétique avec des sentiments 1000 fois attestés, la tristesse et la crainte, pour constituer une entité morbide d'une extraordinaire longévité. La part de l'imaginaire y était considérable, puisque personne n'avait vraiment vu la bile noire, sinon en croyant lire sa présence sur les téguments assombris des personnes affectées. Alors, Starobinsky fait toute l'histoire de ce concept de mélancolie pour montrer que le tableau clinique est beaucoup moins stable que souvent ce qu'on a dit. Le fait que la mélancolie, on la trouve chez de nombreux auteurs. Avant les médecins, on trouve Sophocle, par exemple. Hein, la mélancolos, c'est le terme utilisé par Sophocle pour désigner la toxicité mortelle du sang de l'hydre de Lerne. Starobinsky rappelle aussi un élément qui est fondamental et qui nous intéresse aujourd'hui encore quand on parle d'humeur, c'est le fait que l'humeur noire, la mélancolie en tant que telle chez les anciens, c'est à la fois un ingrédient indispensable de la crase, c'est-à-dire de l'équilibre qui constitue l'état de santé, et c'est en même temps une maladie. Je cite Starobinsky, « Une ambiguïté intervient ici, le mot mélancolie désigne une humeur naturelle, tout le monde a de la bile noire dans son corps, qui peut ne pas être pathogène, et le même mot désigne la maladie mentale produite par l'excès ou la dénaturation de cette humeur. » Donc, on a tendance à l'oublier, hein, mais la mélancolie, au départ, eh bien, il en faut pour être en bonne santé. Il en faut pour être en bonne santé. Et Starobinsky rappelle que des auteurs très tardifs, comme Esquirol, on parlait tout à l'heure d'Esquirol, ou comme Calmeil, tout en répudiant officiellement la théorie humorale, continue de recommander des méthodes dites répulsives qui prolongent tout à fait la médecine humorale. Et tout cela se prolonge très tard dans le 19e siècle, l'usage des saignées, etc., pour traiter les épisodes dépressifs, et peut-être même au 20e siècle. Aussi bien que je me rallierais volontiers à ce qu'écrit Starobinsky quand il reconnaît que, je le cite, « Nous ne pouvons refuser d'admettre aujourd'hui la pertinence symbolique et expressive de l'image de la bile noire. Nous n'avons pas encore complètement abandonné cette manière de voir, et peut-être correspond-elle à une intuition fondamentale dont une analyse phénoménologique un peu poussée nous démontreront la validité. » Alors, il faudrait pousser cette analyse phénoménologique, j'en ai évidemment pas le temps, mais avant de conclure, je voudrais donc faire un grand saut dans le présent et parler, alors j'imagine que Samuel Lépine en parlera cet après-midi, sur les travaux modernes autour des émotions et de l'humeur, hein, qui commencent avec Darwin, puis Ekman, qui veulent tous deux montrer que les émotions sont universelles, partagées avec les animaux, de nombreux travaux de psychologues au début du XXe siècle, puis l'explosion des travaux de neurobiologie. Alors, un auteur qui me semble intéressant à ce point-là, qui est vraiment à la charnière des travaux de l'ancienne neurologie et de la nouvelle neurologie à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, c'est Jean Delay. Jean Delay, grand écrivain par ailleurs, grand psychiatre aussi, un académicien. Alors, je ne le prends pas au hasard puisque c'est sa définition de l'humeur qui reste aujourd'hui celle qu'on trouve dans le dictionnaire de l'Académie de médecine. Et Jean Delay est un auteur, et l'auteur en 1946, au moment où il se retrouve à la direction de Sainte-Anne, si je me souviens bien, en 1946, d'un livre qui s'appelle « Les dérèglements de l'humeur ». Et ce qui est intéressant, c'est dans ce livre, Delay s'appuie sur une grande division qu'il trouve tout à fait centrale entre, d'un côté, ce qui relève de la vie affective, l'humeur, et ce qui relève, selon lui, de la vie représentative. On appellera ça bientôt, dans les années qui viendront, la cognition, et qu'il appelle à l'époque la conscience. Et la thèse centrale qu'il développe, qui est tout à fait originale à cette époque, c'est l'idée, c'est dans l'introduction, dans la préface de Gustave, pardon, il y a une coquille, Gustave Roussy, l'idée qu'en réalité, on peut essayer de développer une théorie cérébrale de l'humeur avec l'idée qu'il existe une régulation cérébrale de l'humeur. Alors, le contexte
théorique de l'époque est là encore très chargée. Hein. Les réflexions de Delay s'appuient sur la théorie du choc, les ECT pour traiter la dépression, etc. Et s'appuie d'un point de vue théorique sur Jackson, hein, John Unglins Jackson, le neurologue anglais, qui distinguait niveau inférieur supérieur du cerveau, qui lui-même a eu une influence, vous savez, sur Ribot et Janet, avant d'en avoir sur des gens comme Henriet ou Jean Delay. Donc, concept qui est vraiment important pour la reprise moderne du concept d'humeur, dans la mesure où la loi jacksonienne essaie de réfléchir à au rapport entre les centres inférieurs de l'encéphale et l'écorce de l'encéphale, avec l'idée d'une suppression du frein cortical, de quelque chose qui peut ou pas maintenir des rapports de dissolution ou de libération des étages inférieurs. Alors, ce qui est très intéressant quand on reparcourt ce livre de Delay aujourd'hui, donc livre de 1946, c'est de voir que le terme de dérèglement de l'humeur est extrêmement englobant chez Delay. Contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre, le livre est davantage consacré à la schizophrénie qu'à la mélancolie ou la dépression. D'accord, dans la mesure où ce qui l'intéresse beaucoup, en reprenant Kretschmer, etc., hein, c'est les concepts de schizotypie, de cyclothymie, etc. Alors évidemment, l'exemple de Delay n'est pas du tout anodin dans la mesure où, quelques années après, avec Denis Kerr, Jean Delay est l'un des grands responsable de la découverte des neuroleptiques, hein, il découvre la chlorpromazine. Et dans les années qui suivent, hein, ce qu'on va appeler les antidépresseurs seront découverts. Hein, Nathan Klein avec l'iproniazine, puis Roland Kuhn avec l'imopramine en 1957 et 1958. C'est le moment aussi où on va se rendre compte que les sels de lithium permettent d'égaliser, de stabiliser l'humeur. Et ça va être le moment aussi où on va avoir des travaux extrêmement influents, dont je suis convaincu qu'on reparlera aujourd'hui, en rapport avec la sérotonine, la dopamine, cortisol ou le GABA, qui vont essayer de développer, de mettre les bases d'une neurophysiologie des humeurs. Hein. L'une des hypothèses les plus importantes à partir des années 65, c'est l'hypothèse catécholaminergique défendue par Schildkraut. Alors, Panksepp aussi essaiera de synthétiser, d'un point de vue neurophysiologique, toute une théorie des émotions. Alors, j'en arrive bientôt, j'espère ne pas avoir trop débordé. J'ai encore 5 minutes, Elodie? Je n'ai pas vérifié. Oui, c'est bon. À ma conclusion, simplement, donc, vous voyez, d'un point de vue explicatif, hein, tous les travaux autour du système limbique reposent essentiellement sur la découverte aussi de nouvelles molécules qui permettent de faire des expérimentations à la fois chez les animaux et sur les patients. Alors, avant de conclure, hein, je voudrais donc insister sur cette définition tout à fait étonnante qu'on trouve donc dans le dictionnaire de l'Académie de médecine, qui cite Jean Delay, voilà, qui définit l'humeur comme une disposition affective fondamentale, riche de toutes les instances émotionnelles et instinctives, une définition assez banale, etc. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est de les poursuivre en disant quelle que soit l'importance respective de ces facteurs, le rôle de structure cérébrale, comme le dit encéphale, thalamus et hypothalamus, et le système limbique apparaît de façon de plus en plus cohérente. Dès lors, sur ces bases scientifiques, n'assistons pas à un retour partiel aux très anciennes théories des humeurs. L'excès de bile noire n'était-il pas jugé responsable de la mélancolie? Donc, vous voyez, retour partiel aux très anciennes théories des humeurs. Et évidemment, par rapport à cette question, hein, quelque chose qui apparaît comme une question, je ne résiste pas à fournir la citation d'un moraliste, La Rochefoucauld, qui écrivait bien avant Jean Delay que les humeurs du corps ont un cours ordinaire et réglé qui meut et qui tourne imperceptiblement notre volonté. Elles roulent ensemble et exercent successivement un empire secret en nous, de sorte qu'elles ont une part considérable à toutes nos actions sans que nous le puissions connaître. Ce que Starobinsky résume sous une jolie formule, et c'est déjà une part de la discussion qu'on a eue juste avant entre Samuel et Elodie, hein. Starobinsky parle d'une sorte d'inconscient somatique
les humeurs aujourd'hui, d'un point de vue neurobiologique, constituent pour les neurologistes ce que l'inconscient représente, l'inconscient pulsionnel représente pour les psychanalystes. C'est une sorte d'inconscient somatique et c'est très intéressant de voir justement que quelqu'un ne peut pas s'expliquer pourquoi il pleure jour et nuit et que tout à l'heure déjà, on s'interrogeait pour savoir si dans l'humeur, il y a une part ou pas, s'il y a une visée ou pas intentionnelle. Est-ce qu'il y a de l'intentionnel dans une humeur ou est-ce qu'il y a une intentionnalité qui serait, c'est ce que Samuel disait tout à l'heure, opaque, c'est-à-dire cachée d'une certaine manière dans la circuiterie. Dernière partie de mon exposé, beaucoup plus rapide, qui reprend d'une certaine manière les différents éléments, c'est l'idée étrange finalement que l'humeur est le propre, apparaît comme le propre de la dépression, comme un critère définitionnel, un critère presque philosophique de la dépression. Et pour appuyer cet argument, je prendrais quelque chose qui est assez étrange, qu'on trouve dans le DSM-4, qui est une sorte de glossaire que le DSM-4 a produit. Et dans ce glossaire, le DSM-4 définit de la manière suivante l'humeur, mood. Donc, je cite, je vous ai donné la citation en anglais, je traduis à la volée. Qu'est-ce que c'est que l'humeur, mood? C'est une émotion, vous voyez, pervasive and sustained emotion, une émotion omniprésente et durable qui colore la perception du monde. Alors, définition jolie, très, très philosophique, étrange quand même, dans un manuel de psychiatrie, vous voyez, qui colore la perception du monde. Et cette définition très philosophique, pour en donner un peu plus de chair, eh bien, les auteurs utilisent une métaphore et disent, alors d'abord, les exemples communs de humeur incluent la dépression. Ah ouais, c'est très étrange. Désormais, on définit l'humeur en donnant l'exemple de la dépression. La dépression apparaît comme une humeur fondamentale. Alors qu'on l'a vu, on est parti dans l'exposé pour montrer qu'on définissait la dépression à partir d'un symptôme fondamental qui est l'humeur. Donc ici, c'est la dépression qui sert à qualifier une certaine forme d'humeur à côté de l'allégresse, elation, de la colère ou de l'anxiété. Et pour donner un exemple et expliquer d'une certaine manière pourquoi on a abandonné les troubles affectifs du DSM-3 pour parler de troubles de l'humeur, eh bien, les auteurs poursuivent, contrairement à l'affect, contrairement à ce qui est affectif, qui fait référence à des changements plus fluctuants comme la météo, le temps qu'il fait, la météo émotionnelle, l'humeur fait référence à un climat émotionnel plus omniprésent et plus durable. Autrement dit, la tristesse, c'est un gros orage passager, vous voyez. La dépression, très clairement, si je file la métaphore, la dérèglement, c'est de l'ordre du dérèglement climatique. Alors, vous notez bien qu'il ne s'agit pas du tout ici d'une caractérisation clinique, puisqu'elle sous-tend la caractérisation clinique, c'est-à-dire la stabilité du climat. Ça n'est pas non plus une explication nosologique, c'est loin d'être une explication scientifique, puisque ça revient à caractériser la dépression comme une humeur possible, c'est un élément de définition théorique. Et cette idée défendue par le DSM-4 renvoie à toutes sortes de travaux qui deviennent très, très importants à l'époque, et notamment une hypothèse défendue par Vincent Knowles, qui est l'un des psychologues pionniers des recherches des psychotropes sur l'humeur. Et Vincent Knowles donne une belle définition de ce que c'est que l'humeur en 1963, en disant c'est quoi l'humeur? Et c'est une disposition à avoir des émotions. Donc, vous voyez, une catégorie dispositionnelle de haut niveau qui produit des émotions. Alors, cette définition sera vivement attaquée et je conclue très rapidement avec le livre de Paul Griffiths, What Emotions Really Are, où dans le dernier chapitre, chapitre 10, eh bien, Griffiths tente à son tour de réfléchir sur la catégorie de humeur, mood, et comment, dans une veine plutôt de philosophie analytique, on peut rattacher ça à toutes ces réflexions sur la notion d'émotion. Quelle est l'articulation entre l'émotion et l'humeur? Et à cet égard, Paul Griffiths est amené à critiquer la thèse de Knowles pour montrer qu'elle est insuffisante au moins à 4 niveaux. Qu'on ne peut pas considérer que l'humeur est une disposition à avoir des émotions pour 4 grands arguments, je les résume très rapidement. D'abord, le fait qu'il peut y avoir une influence directe de l'humeur sur nos comportements, sans passer forcément par les émotions. L'humeur influence directement nos comportements.
Deuxième point, le fait que les humeurs disposent à des tas d'émotions différentes et pas seulement à celles qui seraient subordonnées, c'est-à-dire l'humeur triste peut très bien se traduire par de la colère, par une certaine allégresse passagère, etc., et pas forcément et simplement par une émotion de tristesse. Griffiths reproche aussi à cette conception d'être trop belle, trop simple d'un point de vue hiérarchique, hein, la triade classique entre les traits de personnalité, l'humeur et l'émotion, qui ont une sorte de hiérarchie naturelle. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et la preuve en est, poursuit Griffiths, que certaines émotions peuvent très bien être la cause des humeurs plutôt que toujours être causées par des humeurs. Par exemple, une plaisante surprise peut très bien vous mettre de bonne humeur. Donc, il faut voir ça à différents étages et pas seulement d'un point de vue strictement descendant et hiérarchique. Et donc, il convient de raffiner la théorie des humeurs. Ce qui reste non dit dans le livre de Griffiths et qui m'a beaucoup surpris, c'est que les exemples qu'il prend même pour définir ce que c'est que une humeur, eh bien, ce sont exactement les mêmes que ce qu'on trouve dans le DSM-4, c'est-à-dire pour lui, les humeurs prototypiques sont la dépression, l'allégresse ou encore l'anxiété. Il a juste retiré la question de la colère. Alors, cette tentative de fournir une caractérisation souple de l'humeur, tout en reconnaissant que celle-ci est hautement tributaire des travaux réalisés sur la dépression, est évidemment, et c'est le sens de ma conclusion, tout à fait problématique, hein, dans la mesure où Griffiths lui-même reconnaît que les travaux classiques sur le fondement neurologique des phénomènes de l'humeur se sont concentrés sur la dépression, parce que c'est un état qui présente un intérêt clinique particulier. Et en paraphrasant finalement le livre, le titre même du livre de Griffiths, on pourrait se demander en conclusion ce que les humeurs sont vraiment, ce qui nous amène finalement cette question de la dépression, nous amène finalement d'un point de vue très très théorique et philosophique à se demander ce que les humeurs sont vraiment, dans la mesure où vous voyez qu'il y a d'une certaine manière un serpent qui se mord la queue, parce que ce qui était censé au départ éclairer cette maladie mystérieuse qui est la dépression, l'humeur, constitue en réalité un domaine qui prend sa source principale d'inspiration et de réflexion dans une réflexion théorique nourrie sur les recherches cliniques sur la dépression. Et de fait, de manière très très générale, comme le reconnaît Griffiths lui-même, parler d'humeur sert à caractériser une anomalie, sinon clinique, du moins tout à fait ordinaire. Alors ça, c'est une phrase que je trouve extrêmement importante dans la psychologie populaire, dans la psychologie la plus classique, en dehors du champ clinique. L'attribution des humeurs nous sert à rendre compte de déviations systématiques par rapport à un modèle central d'activité mentale. Autrement dit, quand on parle d'humeur, si j'ai mes humeurs, comme on dit communément, eh bien, c'est pour expliquer quelque chose qui dévie systématiquement de ce qui est attendu d'un individu dans une situation donnée. Et en ce sens, on pourrait presque définir, finalement, à la Jordelet, tous les troubles mentaux comme des troubles de l'humeur, puisque les troubles mentaux sont principalement des troubles chroniques, et qu'il n'est pas possible, et donc on peut les définir d'une certaine manière par une humeur à chaque fois, la personnalité antisociale par une humeur agressive, constante, permanente, récurrente, la dépression bipolaire par une humeur cyclotimique, cette définition officielle, la schizophrénie par l'humeur schizotymique, ce qui a longtemps été le cas, même si aujourd'hui ce sont plutôt des modèles cognitifs qui ont le vent en poupe. Et d'ailleurs, ce sera le sens de ma dernière remarque, c'est ce que l'historien German Berrios avait bien noté, c'est qu'il y a un grand balancement historique en recherche psychiatrique entre la focalisation d'un côté sur les aspects cognitifs des maladies mentales et d'un autre côté sur les aspects affectifs. Il y a toujours eu cette opposition, comme ça, cette grande balance entre le cognitif et l'affectif. Il y a des modèles d'explication cognitive de la schizophrénie, par exemple, le fait qu'il y aurait une erreur du traitement de l'information, et puis des modèles affectifs de la schizophrénie, théorie de l'esprit, etc. Aujourd'hui, clairement, la plupart des recherches s'appuient sur l'affectif, sur l'émotion. La question qu'on peut se poser, c'est pour combien de temps? En attendant, chacun, patient et quidam, nous restons avec, je cite une dernière fois Starobinski, tous nos épanchements d'humeur corrosive. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Bah, bravo, merci Steve pour cette présentation. Pardon, je me rends compte que j'étais un peu long, désolé. Non, parce qu'on avait jusqu'à 30 pour le prochain intervenant, donc ça réduira un petit peu le temps des questions. On essaiera de prendre quelques minutes de pause quand même pour tout le monde. Donc, on va dire qu'on a 5 minutes de questions pour ceux qui veulent. Alors, je laisse la parole. Ceux qui veulent. Oui. Je laisse le professeur Céline Bayen s'exprimer. Donc, tout d'abord, merci pour cette présentation extrêmement intéressante, comme la première, pour laquelle je n'ai pas eu l'occasion, évidemment, de remercier. On fait parfois cette distinction donc, entre des explications affectives, des explications cognitives. Vous citez un peu le cas de la schizophrénie, mais on a aussi toute une série d'autres cas en psychopathologie, où on a un courant qu'on appelle quasiment le courant de psychopathologie cognitive, dans lequel finalement l'hypothèse forte qu'on fait, c'est que le lien entre cognition et affectif est beaucoup plus intrinsèquement lié la cognition et les émotions sont intrinsèquement liées et qu'on ne traite pas l'un ou l'autre. Est-ce que, alors, ça, c'est une des positions assez prégnantes dans mon champ d'intérêt. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a peut-être donc des clans différents dans lesquels on pense encore que les choses sont vraiment différemment traitées, alors que dans d'autres domaines d'expertise, on a une position qui est beaucoup plus interactionniste. Donc, ça me questionne assez bien sur ce champ entre cognition et émotion, et on a eu des tas d'ouvrages, alors en psychologie, en psychologie avec des manuels qu'on appelle Handbook of Cognition and Emotion, les premiers travaux de Bauer sur, en fait, quand on peut pas envisager la cognition sans les émotions. Et donc j'ai l'impression qu'on peut avoir encore deux lignes de conduite. Une ligne de conduite dans laquelle on défend en fait l'idée qu'il est impossible de penser les champs indépendamment l'un de l'autre, et puis une autre ligne de conduite dans laquelle on essaye de distinguer encore ces champs. Et je ne sais pas très bien quel est le plus fructueux. Alors, j'ai un parti pris, mais c'est un parti pris. Donc voilà, j'aurais voulu avoir peut-être votre impression aussi d'un autre domaine sur cette possibilité de deux voies de conceptualisation. Oui, non, alors je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. L'un des grands enjeux, évidemment, d'un point de vue scientifique, c'est de lier le cognitif avec l'affectif, dans la mesure, hein, voilà, c'est comme dans le dualisme cartésien, hein, l'homme vrai, c'est justement celui qui a à la fois est l'homme passionnel et la res cogitans. Tous les chercheurs, je pense, sont d'accord pour dire que c'est une distinction qui est abstraite, les distinctions d'un étage cognitif et d'un étage affectif, et que dans la réalité, à la fois des recherches scientifiques et dans la réalité clinique, les deux sont toujours intrinsèquement mêlés et forment quelque chose de difficilement, de quelque chose d'inextricable. Il n'empêche, alors bon, c'est vraiment, je dis ça à titre d'hypothèse, il faudrait regarder vraiment de près, hein. Il n'empêche que je rejoins quand même Berrios pour dire que sur l'histoire longue, sur la psychiatrie, il y a vraiment des moments très nets, des mouvements de balancier, où on met systématiquement dans les recherches en avant quelque chose qui serait plutôt de l'ordre d'un modèle explicatif centré sur l'affectif, de quels que soient les ressorts que ça peut être, hein. Et puis d'autres moments où, au contraire, les recherches se focalisent sur les traitements de l'information. Alors, ça dépend évidemment des modèles théoriques en présence, des modèles expérimentaux aussi qui sont disponibles. Mais en tout cas, ce mouvement de balancier est très présent et j'ai l'impression qu'il le reste encore aujourd'hui. Après, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a plein de modèles subtils qui essaient de prendre en compte les deux dimensions. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec votre remarque. C'est important aussi d'avoir un regard un peu extérieur à ma propre discipline ou mes propres champs. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Peut-être professeur Chantal-Henri peut réagir aussi. Ok, ouais. Merci Astrid, merci pour votre présentation.
Alors, j'étais très intéressée par cet historique, mais là, à l'heure actuelle, il y a un mouvement qui est plus récent, issu des neurosciences, en fait, où on est très gêné par ce concept d'humeur qui est extrêmement flou, extrêmement vague, et finalement, on essaie d'avoir une approche un petit peu plus dimensionnelle qui permettrait d'étudier, en tous les cas, les processus émotionnels. Alors, souvent, à la fin, vous utilisez beaucoup le terme émotion, mais les émotions ont une définition pour les neurobiologistes, finalement, relativement simple ou simplifiée, mais pour essayer d'en comprendre les mécanismes. Et finalement, la grosse question, c'est de dire, bon, les émotions, on peut les caractériser. Alors, il y a eu différentes périodes pour caractériser les émotions, mais à l'heure actuelle, en neurobiologie, ce qui prévaut, c'est le modèle où les émotions sont définies par deux dimensions essentielles, qui sont l'intensité et la valence. Et la valence qui, du coup, va colorer effectivement toutes vos perceptions. Et il y a des travaux très intéressants en neurobiologie. On participe un peu à cette mouvance, en fait, où on a des travaux à l'Institut Pasteur, où on étudie effectivement les mécanismes qui permettent d'attribuer les valences émotionnelles. Et donc, on peut avoir des biais émotionnels. Et à l'heure actuelle, une des hypothèses ou une des questions, en fait, c'est de dire, mais finalement, si on part sur des basiques, en disant que si on a une perturbation de l'attribution des valences, eh bien, comme on est tout le temps sollicité par des émotions, parce que les émotions sont des réponses brèves à des stimuli, et donc qui vont, pour nous permettre d'avoir des comportements adaptés, finalement, si on a un biais émotionnel dont on peut connaître dont on commence à appréhender les mécanismes, ben, cette attribution, cette misattribution de ces biais émotionnels, si vous avez un biais émotionnel négatif, effectivement, ben, ça va entraîner, ça va pouvoir en partie générer cette humeur triste. Mais l'humeur est un concept tellement flou qu'on ne peut pas l'étudier en neurosciences. Et donc, il y a des travaux très intéressants de neurobiologistes connus, qui est Ketai, et qui justement étudie ces mécanismes. Et on a utilisé, pour la petite histoire, un modèle, un phénotype dépressif de souris, et on peut arriver à montrer ces biais émotionnels. Donc, je crois qu'à l'heure actuelle, il y a un gros champ qui est en train de s'ouvrir, et qui est d'essayer de comprendre les liens entre ces processus émotionnels très basiques, intensité des émotions qui peut être soit très augmentée, soit diminuée, avec une balance, et avec Mathilde Bigot, qui est là aussi, mon étudiante en thèse, enfin non, qui est docteur maintenant, pardon Mathilde, depuis quelques jours. On a proposé un nouveau modèle, en fait, pour expliquer les troubles de l'humeur, les troubles bipolaires, en se servant de ces deux caractéristiques des émotions, valence et intensité. Non, il y a un grand champ là qui s'ouvre sur la modification des valences en neurobiologie. Mais ensuite, parce que l'humeur, c'est impossible à étudier finalement. D'accord, donc c'est très intéressant ce que vous dites. Donc vraiment, il y a une tendance, vous dites, en neurobiologie actuellement, de vouloir vraiment se débarrasser de cet étage un peu encombrant de l'humeur. Voilà, moi je fais plein de topos en ce moment qui sont les troubles bipolaires j'en fais une samedi, là, de l'humeur aux émotions. On ne comprend rien, l'humeur, c'est comme vous l'avez très bien démontré, hein, c'est un espèce de concept très, très flou. Et donc maintenant, les neurobiologistes, pour finalement essayer d'avancer un petit peu dans la physiopathologie des troubles de l'humeur, c'est d'étudier des dimensions beaucoup plus simples finalement. Alors ensuite, ça va être intéressant de comprendre finalement l'humeur ne serait qu'une construction. Alors sûrement à partir des émotions, de la perception de ce ressenti émotionnel, mais pas que. Et donc il va falloir progresser. Et contrairement aux théories cognitives où on parle de la cognition qui va entraîner en fait des émotions particulières, là on est plutôt dans un phénomène de bottom-up où finalement ces modifications, ces biais émotionnels perceptifs qu'on peut étudier chez l'animal, et ça c'est vraiment intéressant, ça va effectivement pouvoir peut-être influer sur des cognitions, parce que l'humeur, c'est aussi des ruminations, c'est des processus cognitifs en fait, mais de partir de choses beaucoup plus basiques. Donc voilà, il y a une petite révolution là qui se fait du fait d'une meilleure connaissance des mécanismes qui interviennent dans l'attribution des valences. D'accord. Et chez les patients, ça marche très bien quand on leur demande de parler de ces biais émotionnels en fait. On met ça
et avec l'intensité aussi des émotions, où de temps en temps, les patients déprimés, comme vous le disiez, en fait, un patient déprimé peut être totalement indifférent, c'est-à-dire il n'est plus capable de ressentir la moindre émotion à un moment donné. Et comme le disait Kreplin, une bonne ou une mauvaise nouvelle, chez un déprimé qui a une aréactivité émotionnelle, c'est-à-dire une abrasion des affects, à ce moment-là, on peut lui annoncer une mauvaise nouvelle, il ne réagit plus. Ça le rend même plus triste, puisqu'il est au-delà de ça. Il est avec une abrasion en fait des affects. Il ne peut plus avoir d'intensité, comme si, quand on diminue l'intensité des affects, ce qui persiste des émotions, ce qui persiste dans un premier temps, ce sont les émotions négatives, dans une explication très darwinienne, en fait, de survie. C'est-à-dire que persistent pendant un grand moment les émotions négatives. En fait, en jouant sur cette intensité-valence, en tous les cas, on peut avoir une très bonne caractérisation de ce qui se passe chez les patients bipolaires. Voilà, c'était juste... mais c'était très intéressant, merci beaucoup. Donc, j'ai pris quelques photos là, de votre présentation. Merci. Merci à vous.